Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. À part quand il y a des frites, eh bien ce n'est pas franchement un lieu qui fait rêver les élèves. Et pourtant, ils sont 6 millions à manger à la cantine. Alors comment améliorer la qualité des produits et puis surtout, comment éduquer nos enfants à une meilleure alimentation? On en débat tout de suite avec nos invités. Dans le Grand JT, on vous parlera également de la première classe à horaire aménagé dédiée aux musiques actuelles qui ouvrira dans un collège à Issy-les-Moulineaux près de Paris. Le directeur de ce projet sera avec nous. Et puis, en fin d'émission, vous découvrirez les souvenirs d'écoliers de Joyce Jonathan. La chanteuse a répondu aux questions de Malika Ménard. Mais tout de suite, c'est l'actu en bref et c'est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël, ça va? Bonjour Virginie, très bien et vous? Parfait, en pleine forme. Mardi, la radio France Inter a organisé une grande journée d'échange entre les candidats à la présidentielle et les jeunes. Et Mickaël, vous avez retenu quelques propositions. Et on commence avec Christiane Taubira qui s'est exprimée sur les violences sexistes et sexuelles, un sujet qu'elle souhaite mettre au programme de l'école élémentaire afin de sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge. Sur les violences, je crois qu'elle ne veut pas que je réponde, mais je veux dire quand même que je mette un vrai milliard. Parce qu'il faut en finir. Et puis introduire dans la formation, depuis l'école élémentaire, une sensibilisation aux violences, au respect, à la différence, à l'altérité. Il faut le faire parce qu'il faut vraiment qu'on change de génération. On ne peut pas continuer à vivre comme des sauvages où on tue les femmes. Sujet qu'on a traité évidemment dans le Grand JT de l'éducation et dont on va reparler dans les prochaines semaines très rapidement, sujet très important. Du côté d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste a joué la carte de la séduction. Droit de vote à 16 ans, gratuité des transports pour les jeunes, mais ce n'est pas tout. La maire de Paris propose aussi, si elle est élue présidente de la République, d'offrir à chaque jeune, sans distinction, un capital de 5 000 €. Je souhaite que chaque jeune ait un capital à 18 ans de 5 000 € qui lui permettent de porter un projet et que cela se fasse en confiance avec eux, qu'on ne soit pas là à leur dire ce qu'ils vont en faire, qu'on les accompagne, parce que parfois, effectivement, on a besoin de cet accompagnement. Donc 5 000 € pour tous les jeunes, sans distinction, parce que souvent, quand on met en place des mesures où on dit en fonction du revenu des parents, ça exclut qui? Tous les jeunes de la classe moyenne. Et je veux vraiment que les jeunes de la classe moyenne aient accès notamment à cette mesure, ce capital de départ pour pouvoir avancer dans la vie en confiance et encadrés par les adultes que nous sommes, qui doivent être beaucoup plus bienveillants vis-à-vis de vous. Puis toujours depuis le studio 104 de la Maison de la Radio, Éric Zemmour s'est exprimé à nouveau au sujet des enfants en situation de handicap. Éric Zemmour qui a tenté une nouvelle fois d'expliquer ses propos polémiques du mois dernier sur l'obsession de l'inclusion. Son argument est simple, il souhaite qu'on arrête de faire des économies sur le dos de ses enfants. Il y a les enfants dont le handicap est trop lourd pour leur permettre de suivre un enseignement ordinaire. Et cela, il faut des établissements spécialisés. C'est ça que j'ai essayé de dire, sous les tombereaux d'injures. Je crois que c'est la bonne solution. Et que, sous le paravent de la magique inclusion, en vérité, on fait des économies sur le dos de ces enfants et de leurs parents. Et aujourd'hui, on voit cette situation absolument tragique et honteuse pour notre pays des milliers d'enfants qui prennent chaque matin le taxi pour aller en Belgique, parce que là, en Belgique, il y a davantage d'établissements spécialisés. On a beaucoup parlé, Mickaël, dans cette émission aussi des maths. Et bien justement, c'est ce mercredi que débutent les consultations sur l'enseignement des maths au lycée. Oui, ça y est, une première réunion du comité d'experts formé par Jean-Michel Blanquer a donc eu lieu. Un comité censé rendre ses conclusions à la mi-mars pour répondre aux critiques sur la place des maths au lycée depuis la réforme de 2019 et notamment sur le manque de filles en classe de maths. Un problème qui ne date pas d'hier, selon Anne Boyer. Elle est historienne en mathématiques et était interrogée au micro de France Info. Disons que nous sommes tous pris par les stéréotypes de sexe. On pense qu'il y a des disciplines qui sont plus féminines, d'autres plus masculines. Et malheureusement, les mathématiques souffrent énormément de ces stéréotypes. Et aussi le choix des professions. On a l'impression qu'il y a des professions féminines et des professions plus masculines. Et les jeunes filles
adolescentes, en quelque sorte, sont extrêmement sensibles à tous ces stéréotypes, et leurs familles aussi, bien sûr. Stéréotypes qui sont amplifiés par nos sociétés. Donc c'est vrai que même avant la réforme du lycée, il y avait d'énormes problèmes. Et justement, notre association, je préside l'association Femmes et Mathématiques, nous étions tellement conscients de ça que nous allions voir les jeunes filles sur place, dans leur collège, dans leur lycée, pour essayer de les convaincre qu'elles étaient capables de faire des mathématiques. Dans le reste de l'actualité, eh bien la colère d'une enseignante. Enseignante et chroniqueuse de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, Barbara Lefebvre s'en est pris au menu de substitution proposé par certaines cantines scolaires, un problème dont elle tient pour responsable l'éducation nationale directement. Ça a commencé quand l'école a commencé à dire « Alors, les enfants, comment tu... Ah, Mohamed, tu manges pas de porc, toi. Ah, David Cohen, ah, tu manges pas de porc, toi. » Ça a commencé aussi quand l'éducation nationale s'est mise à préjuger des orientations religieuses des enfants sur la base de leur patronyme. C'est ça aussi le danger de ceux qui veulent coller des étiquettes aux gens. Tu peux t'appeler David Cohen et manger du porc, tu peux t'appeler Mohamed et manger du porc. Oui, l'éducation nationale, dans les années 2000, 2010, elle a commencé à vouloir dire on va faire attention aux petits-enfants musulmans. Il y a même eu des écoles primaires où on mettait les petits-enfants musulmans qui mangeaient pas de porc sur une table à eux. Mais excusez-moi, ce genre de comportement, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Tu as raison, Zora, quand nous on était à l'école, il n'y avait pas les sans porc, les avec porc. Il y avait du porc à la cantoche, et bien ce jour-là, tu mangeais que des frites ou tu mangeais que des légumes et t'en étais pas mort. Alors, on parlera justement dans notre émission aujourd'hui du sujet des cantines, de l'apprentissage du goût, de comment faire bon et pas cher à la cantine, ce qui est un vrai sujet. C'est dans quelques minutes sur School TV. Pour le reste de l'info, eh bien, Kate Middleton en visite actuellement au Danemark dans le cadre de son engagement en faveur de l'éducation. Une visite organisée par le Centre de la Petite Enfance, lancée l'année dernière par sa fondation qui a déjà permis de soutenir 2000 enfants en situation d'urgence pour la duchesse de Cambridge. L'objectif de ce voyage est d'en savoir plus sur l'approche danoise, sur le développement des enfants. Le pays est très souvent montré comme exemple en matière d'éducation. Merci Mickaël pour ces infos, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment améliorer la qualité de la nourriture à la cantine? Comment éduquer nos enfants à une meilleure alimentation? On pose toutes ces questions à nos invités, c'est la question du jour. Et pour en parler, j'accueille Guillaume Gomez. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je rappelle que vous êtes l'ancien chef de l'Élysée pendant 24 ans, c'est ça? C'est ça. De 97 à 2021, vous êtes aujourd'hui représentant personnel du chef de l'État en matière de gastronomie. Vous êtes ambassadeur de la gastronomie française. C'est bien ça. Quelle classe. Face à vous, il y a Laurent Terrasson. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du magazine L'Autre Cuisine que je vous recommande et aussi membre fondateur de l'association Cantine Responsable. Oui, qui accompagne les collectivités sur les questions de la restauration collective. Ça tombe bien, dites donc, que c'est notre sujet du jour. Et on va accueillir également par Skype Sébastien Brun qui est avec nous. Sébastien, bonjour. Merci d'être là. À tous. Bonjour, vous êtes chef de cantine scolaire à Bléré dans l'Indre-et-Loire. Alors merci à tous les trois, la discussion est claire, on va parler de cantine. Mais alors quand on a préparé cette petite émission, figurez-vous qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne voulaient pas parler. Le sujet était un peu tabou. Qu'est-ce qui se passe avec les cantines scolaires? Ça pose vraiment un vrai problème. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un sujet tabou, la cantine scolaire, Guillaume Gomez? Non, non seulement je ne pense pas que ce soit tabou, mais en plus je pense que c'est le bon moment. Les gens ont envie que les choses changent. Alors il a peut-être fallu passer par des scandales dans l'agroalimentaire, il a peut-être fallu passer par aussi cette période de pandémie pour que les gens s'intéressent vraiment à leur alimentation. Et on sait aujourd'hui, parce qu'il faut avoir l'humilité de faire le bilan sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas, on sait qu'aujourd'hui il faut changer les choses dans la restauration collective. Certains chefs comme Sébastien et comme d'autres que je salue font un travail formidable. Et donc, on sait, grâce à eux, que ça fonctionne, que l'on peut faire du local, que l'on peut faire de la qualité, que l'on peut faire des fois du bio, et que ce n'est pas juste une question de coût, c'est avant tout une question d'envie et de volonté. Oui, et vraiment du goût de l'aliment, du goût du bien manger, et on va en parler dans quelques instants. Le sujet est tabou, vous qui êtes journaliste, Laurent Terrasson. Mais c'est pas sexy, les cantines, on préfère la gastronomie. Et pourtant, on peut faire la gastronomie à l'école, non? Oh, oui, certains font de la gastronomie, certains chefs sont vraiment très impliqués, ils font vraiment de la très bonne
bonne cuisine, mais c'est souvent pas abordé par la presse et les médias, parce que parler de restauration collective, c'est souvent abordé plutôt par le mauvais côté, alors que le rôle de la restauration collective, comme disait Guillaume, s'amplifie. En plus, l'État est vraiment en train de s'emparer de la restauration collective. On n'a jamais autant légiféré sur la restauration collective depuis les états généraux de la restauration, de l'alimentation, pardon. Et avec cette loi Egalim, vous savez, qui donne en fait certains objectifs, voilà, de produits de qualité. Donc tout ça, c'est en train de changer. Sébastien, dès le départ, Guillaume a parlé de vous aussi, vous a pris comme exemple, puisque vous avez développé et vous avez voulu justement mettre en avant ce bon côté de l'alimentation dans les cantines scolaires. On va bien sûr évoquer dans quelques minutes ensemble ce que vous faites pour les cantines scolaires, mais est-ce que vous, de votre côté, vous avez été un peu considéré comme un ovni, comme quelqu'un qui tout d'un coup voulait révolutionner la cantine et qui soit était pris pour peut-être presque un fou, ou alors vraiment il s'est dit bon, ça y est, on y va, on est avec lui, on lui apporte notre soutien. Au départ, je n'ai pas vraiment cherché à savoir ce que pensaient les autres. J'ai essayé de chercher des bons produits pour mettre dans un restaurant scolaire, histoire de raconter une histoire aux enfants avec les produits qui sont vraiment autour du collège. Après, c'est vrai qu'au départ, ma démarche était un petit peu, pas dérangeante, mais ce n'était pas dans les mœurs. Alors, le repas à la cantine, pour beaucoup d'élèves, c'est quand même pas le moment idéal. On ne va pas se mentir, on a tous des enfants ou des neveux ou des cousins autour de nous. On se souvient... Est-ce que vous mangez à la cantine déjà quand vous étiez jeune, Guillaume ? Oui. Et vous, Laurent ? Et oui, j'étais en internat. Ah oui, donc cantoche tous les jours. Eh oui. Sauf le week-end, vous respiriez. Mais pourtant, j'étais en pension, donc vous voyez... Mais le « eh oui », parce que je ne peux pas faire aussi bien le « eh oui » que vous, mais enfin, il montre quand même que c'était terrible. C'est-à-dire que la cantine n'était pas bonne ? Pas toujours. Pas toujours. Les choux de Bruxelles n'étaient pas bons à l'époque. Hein, donc, mais maintenant, j'adore les choux de Bruxelles. Oui, bon, alors, chacun son point de vue. Mais en revanche, les enfants sont rarement contents d'aller à la cantine. Pourquoi la cantine, c'est pas bon ? Je pense déjà qu'il faut changer ça. Pourquoi c'est pas bon ? Aujourd'hui, on le sait. Pourquoi c'est pas bon, pourquoi est-ce que ça ne plaît pas. Et on sait aussi quand ça fonctionne, à l'image de Sébastien, à l'image de Christophe Demangel, d'Elvine Debourg, qui sont des chefs de cantine de renom, qui font du bon travail. Et croyez-moi, quand vous allez les voir dans leurs établissements, les enfants, non seulement sont contents de manger à la cantine, mais ils en redemandent. Donc en fait, c'est pas la cantine le problème, c'est ce qu'on mettait dans l'assiette des enfants. Et à quel moment est-ce qu'on s'est dit, qui a décidé, quel homme a décidé, parce que je pense que c'est un homme qui a dû décider ça peut pas être une femme, qu'un enfant à Brest, à Strasbourg ou à Washington mangerait la même chose, à savoir du nuggets frites. À quel moment Merci est-ce qu'on... pour la reconnaissance féminine. Mais bien évidemment, parce que non, mais parce qu'on le sait qu'à l'époque, non, mais c'est on pas avait... innocent ce que vous dites. Non, on le sait parce que le métier au départ est un métier. Le métier s'appelle cantinière, d'ailleurs, même pour les hommes. Donc, ce métier de cantinière était quelque chose d'important. À quel moment est-ce qu'on fait le choix, lorsqu'on est un décideur politique et on travaille beaucoup, et vous l'avez dit, les politiques s'intéressent au sujet, on travaille beaucoup avec les politiques. Quand vous avez le choix, quand vous avez la responsabilité des cantines dans votre administration, à quel moment vous faites le choix de ne pas mettre ou de mettre quelqu'un qui va s'occuper de la cantine. Et à partir du moment où on sait où cette personne-là va être aux responsabilités, qu'on va lui donner des moyens, bien sûr, qu'on va la former, qu'on va faire en sorte de lui mettre du matériel et qu'on va lui laisser un libre accès à des produits de qualité comme ils peuvent le faire, comme peut faire Sébastien dans sa région, les enfants y mangent parce que c'est pas plus simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Quand c'est bon, les enfants mangent. Les enfants mangent. Alors justement, Sébastien Brun, racontez-nous comment c'est passé pour vous, parce que qui vous a finalement fait confiance sur le projet que vous aviez à la cantine à Bléré ? Au départ, c'était un travail de confiance avec ma gestionnaire. Et puis, c'était un travail d'établissement. Après, du moment que je ne passe pas le budget, que je reste avec des produits locaux, après, je fais ce que j'ai envie. Hein. Voilà, il suffit juste de donner du bon, de goûter ce qu'on donne aux enfants. Et puis, les enfants, c'est des clients au départ. Il faut les respecter, leur dire bonjour. Et à partir de là, dès qu'il y a de la confiance, on peut leur ramener pratiquement tout. Mais produits locaux, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire du local, on peut donc être à la fois écolo, produire local. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que ça coûte moins cher du coup ? Est-ce qu'on a moins de gaspillage ? Sébastien, de votre côté ? Moi, l'année dernière, j'étais à 40% de circuit de proximité. Je préfère dire circuit de proximité plutôt que circuit court. Parce que quand je raconte aux enfants que les légumes viennent à 7 km du village où je suis, là par contre, ça leur raconte qu'il y a un grand-parent ou un oncle qui habite dans ce village. Donc ça leur rappelle quelque chose.
Ça, c'est un point important, pardon, je vous coupe. C'est un point important parce que ce rapport à l'alimentation, il doit passer par là. Pourquoi est-ce qu'on prône une éducation à l'alimentation ? C'est parce qu'à travers cette éducation, et là, une fois de plus, il faut avoir l'humilité de voir ce qui ne fonctionne pas. Ça fait 30 ans que l'on mène des opérations, des semaines du goût, des choses. On voit que ça plaît, mais le problème, quand c'est du périscolaire et que c'est sur la base de la bonne volonté, il ne reste rien. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un cours obligatoire à l'école. Pas pour en faire des chefs de cuisine, pour en faire tout simplement des meilleurs consommateurs. Et on le voit bien, comment est-ce qu'on arrive à intéresser les enfants à travers cette alimentation, à travers cette gastronomie. On parle de tout, on parle histoire, on parle géographie, on parle instruction civique, on parle des terroirs, on parle des territoires. Et c'est là où on leur fait apprendre l'alimentation et c'est là où on leur fait aimer leur alimentation. Laurent, vous avez beaucoup voyagé, forcément, vous avez rencontré beaucoup de chefs, vous avez énormément écrit sur l'alimentation, notamment avec ce magazine que je rappelle, Autre Cuisine, où on peut retrouver des articles fort intéressants sur tout le sujet. Les produits locaux, le gaspillage, tout ça, est-ce que c'est des choses dont ont conscience les gens que vous interrogez en permanence ? Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, dans notre magazine, notre démarche, c'est de montrer par l'exemple qui fonctionne qu'il y a des très très bons restaurants on dit restaurant collectif, restaurant scolaire. Certains n'aiment pas le mot cantine. Moi, j'aime bien le mot cantine, parce qu'il a une histoire. Et effectivement, Sébastien l'explique bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une restauration contrainte par des budgets très serrés. Moi, je parle d'une restauration très... on est presque dans l'ingénierie aujourd'hui. Il faut faire des repas avec ces budgets contraints. Alors, un jour, on met mieux. J'ai même vu Christophe Demangel, qui fait du foie gras. Donc voilà, on peut bien manger. Et puis, j'ai des bons souvenirs à la cantine. C'était convivial. Non, mais le foie gras, ça nous fait rêver, nous. Mais je ne sais pas si ça fait rêver les enfants, très honnêtement. Alors, c'est là où la démarche de la cantine, c'est d'inciter les enfants à leur faire découvrir des produits. Mais alors, est-ce que c'est le lieu, pardon de vous couper, mais est-ce que c'est le lieu justement où on doit éduquer les enfants au goût ? Est-ce que c'est aux parents de le faire ou est-ce que c'est à l'école de le faire ? Alors ça, c'est la bonne question, ça c'est la grande question. L'éducation au goût, elle a commencé à partir de 1974 avec Jacques Puiset, qui d'un seul coup, au lieu de porter ce que l'on faisait d'habitude, le regard sur l'assiette, les produits, dit on va regarder le consommateur, donc on va regarder l'enfant. Et là, il lance ses classes du goût, mais depuis 1974, en fait, il y a la semaine du goût, il y a plein d'opérations, il y a eu le programme Clémentine qui a été fait par la Fondation Danone, il y a énormément de projets. Et puis finalement, ça prend pas. Et ça prend essentiellement grâce à des bonnes volontés, certains instituteurs, professeurs, qui s'intéressent à ce sujet, l'alimentation, pour, comme disait Guillaume, développer d'autres aspects de l'éducation. Et il est vrai que on sait qu'avec les classes de goût, les enfants développent leur sensibilité. Ils améliorent leur vocabulaire. C'est prouvé. Il y a un institut du goût qui est dirigé par Nathalie Politzer et elle le prouve tous les jours. Donc on sait que c'est bon pour l'éducation. Simplement, le problème, c'est que quand on parle d'alimentation, on n'est pas dans un système éducatif classique. On est plutôt dans une sensibilisation de l'individu. On éveille l'enfant. Et c'est là où c'est un peu compliqué pour certains professeurs, peut-être, d'appréhender l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut écouter les enfants. Il faut qu'ils s'expriment sur le sujet. Et on n'est pas dans un enseignement descendant. Alors, évidemment, tout ça, c'est très bien, mais ça a un coût. L'État a mis en place une mesure pour les communes les plus fragiles et de moins de 10 000 habitants pour la cantine à 1 € par repas et par enfant. Donc, ça veut dire qu'à ce prix-là, on peut vraiment accéder à une nourriture de qualité, oui ou non ? Déjà, on ne peut pas répondre par oui ou par non à cette question. Il nous faudrait des heures pour étendre tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, vous avez parlé rapidement du gaspillage alimentaire. C'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on le sait, entre 30 et 40% de ce qui est produit n'est pas consommé. Donc, c'est énorme. Certaines assos, d'ailleurs, récupèrent ces produits-là, et tant mieux. Donc, il y a un travail à faire. Travail. Il y a un travail à faire sur la formation des chefs. Parce qu'à partir du moment où vous avez un ouvrier, un cuisinier qui est formé, il y a une rentabilité qui est bien meilleure. Alors, j'allais y venir justement, juste après la par formation. Rapport à tout ça. Non, mais c'est vraiment dans sa globalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le low cost dans l'alimentation, ça coûte extrêmement cher à tout le monde, à nos producteurs et à notre santé. Vous ne le savez peut-être pas, les chiffres aujourd'hui de 2020, le cholestérol et le diabète dû à la mauvaise alimentation, et en grande partie, on le sait que ça part de notre éducation à l'alimentation, c'est 40 milliards d'euros par an.
ce que ça coûte en français. Donc déjà, on pourrait faire de la prévention en se disant on va prendre un petit peu de cet argent pour le réinjecter dans les cantines pour avoir de la qualité, pour avoir moins de personnes. À 2030, si on ne change rien, c'est 100 milliards. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'obèses et il y a de plus en plus de problèmes d'alimentation. L'enfant de 7 ans qui en fait mange mal à l'école... Il mangera mal toute sa vie. Voilà. Il mangera quand vous servez, mais bien évidemment, quand vous servez. Mais il n'y a pas que l'enfant, c'est-à-dire qu'on parle de restauration collective, c'est important, parce que la cantine, c'est quelque chose. Après, vous passez dans la restauration d'entreprise, ou avant ça, universitaire, ensuite la restauration d'entreprise. Donc, vous mangez toute une partie de votre vie hors domicile. Et si cette restauration hors domicile, elle n'est pas prise en compte, eh ben forcément, elle n'évoluera pas. Et pourquoi ça passe par l'éducation? Puisque à school, c'est quand même ce qui nous importe, c'est l'éducation. C'est de se dire qu'un enfant qui est éveillé, éduqué à une certaine alimentation, il deviendra un meilleur consommateur, chez lui, au restaurant ou ailleurs. Alors Sébastien, justement, comment réagissent les enfants que vous rencontrez? Parce qu'ils doivent forcément être fascinés par ce que vous leur proposez tous les jours à table. Il y a aussi un discours avec eux, un dialogue qui s'opère sur l'éducation au goût, sur des légumes, par exemple, qu'ils ne connaissent pas. Un accompagnement, quand on fait des plats qui sont un petit peu atypiques, il y a un accompagnement d'un agent qui explique des fois le produit. Et souvent, il y a un côté pédagogique où on montre les produits bruts avec les noms des produits, si c'est des lentilles ou je ne sais pas, moi, une racine de tubéreuse. Voilà, on leur met le produit brut et on leur dit, voilà, c'est le produit que vous avez consommé dans la poêlée qui est juste à côté, qui est cuisiné. Et justement, on écoute les enfants, leur demandant, vous en voulez un petit peu, un peu moins. Et à force, avec le temps, on connaît les enfants. Et donc, du coup, parce que vous les connaissez, vous leur faites plaisir aussi, vous travaillez sur l'idée des... Parce que je les connais, c'est qu'ils ont, s'il y en a qui veulent un peu plus de légumes ou un peu moins de viande, bah, on leur donne un peu plus ou un peu moins. Et puis, il y a 2 ans, j'ai fait de la truffe, parce qu'à côté de chez nous, pour le repas de Noël, il y a un trufficulteur. Donc, je leur ai montré de la truffe brute en disant, voilà, pour le repas de Noël, dans 2 jours, vous allez manger de la truffe. Donc, c'était le moyen de leur montrer une vraie truffe. Et ils vous disaient, on voudrait des frites ou on adore la truffe? Non, Comment ils il y a des réagissaient? frites, c'est plein de balles. Mais quand, par exemple, on leur fait des pâtes à la spiruline parce que c'est local et bio, on leur fait que des pâtes à spiruline et ils le consomment et ils aiment ça. À la spiruline, alors là, faut quand même connaître le produit. Hein. La spiruline, c'est juste pour qu'en fait, c'est pour les maintenir éveillés pendant la classe. C'est ça l'histoire, en fait. Sébastien, donc la réaction des enfants, ils sont très émerveillés, j'imagine, très à l'écoute, contents. Est-ce que vous avez aussi un retour des parents? Parce qu'on parle de l'éducation à l'école, mais c'est aussi la responsabilité des parents de pouvoir éduquer les enfants au goût. Et c'est pas toujours facile, non seulement pour le prix. Il y a forcément des parents, des fois, qui sont mécontents parce que des fois, les enfants ne racontent pas forcément la vérité en rentrant ou ils n'ont pas eu le dessert qu'ils avaient envie. Mais moi, j'ai un compte Facebook où je poste ce que je fais justement pour montrer, pour communiquer, pour leur dire voilà, il y a eu ça aujourd'hui au menu. Mais en général, les enfants, quand ils sont au collège, pour eux, c'est normal. Mais quand ils partent et qu'ils vont dans un autre établissement, des fois, ils reviennent 2 ou 3 ans avant et ils disent ah ouais, c'était pas mal tout qu'on fait au collège. Donc, ils s'aperçoivent avec le temps, mais après, qu'ils ont découvert certains produits. Oui, moi c'est ce que je me disais tous les week-ends en rentrant chez moi. Je me disais c'est vraiment bon à la maison. C'est vrai, parce que la cantine c'était affreux. Je reviens sur la formation des professeurs. La formation justement de tous les chefs qui exercent dans les cantines. D'ailleurs, comment ça s'opère dans une cantine? Il y a un chef comme Sébastien Brun justement, et puis après il y a toute une équipe derrière. Ça dépend du lieu, ça dépend de la responsabilité, le portage. Est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est la région en fonction du niveau et des moyens qui sont mis, bien évidemment. Et ça c'est une volonté politique avant tout, c'est de se dire combien est-ce qu'on va mettre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix que payent les parents, de toute façon, la collectivité rajoute et paye. Et vous avez raison, le coût, c'est quelque chose d'important parce que ce serait complètement utopique de parler niveau de restauration collective sans penser au coût, puisque c'est vraiment ce qui dirige, c'est le fil conducteur de toute leur journée. Mais on sait que ça fonctionne. Les chefs dont on parle, Sébastien, Christophe Demangel, Evelyne Debourg fait à manger pour moins d'1,70 €. Alors bien évidemment, ce sont des portions adaptées en fonction du public. Non mais c'est en fonction du public. Mais à des enfants, on ne donne pas la même chose qu'un adulte. Et quand les chefs ont commencé à travailler là-dessus, quand vous travaillez sur l'approvisionnement, quand vous travaillez sur le gaspillage, quand vous travaillez sur les quantités, vous pouvez amener, et c'est ce que demande la loi Egalim, c'est de dire, vous pouvez amener des produits de meilleure qualité et expliquer ça. Et quand on travaille sur les menus, sur la saisonnalité, on le rappelle une fois de plus, mais c'est en saison que le produit est le meilleur et le moins cher. Quand vous preniez les menus des cantines et qu'il y avait de la tomate au mois de janvier, forcément, ça a un coût. Forcément, c'est cher. Et donc, en plus, c'est un non-sens écologique, économique et gustatif. Alors justement, vous parlez de non-sens, mais c'est aussi un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'en fait, on parle à la fois effectivement de l'éducation au goût pour les enfants qui deviennent de grands enfants puis les adultes, et donc qui peuvent aussi éduquer leurs propres parents, mais il y a aussi toute l'économie locale. C'est-à-dire qu'en fait, ce cercle vertueux dont on parle, est-ce qu'il est réel? Est-ce que ça peut faire vivre aussi le département, la région?
de pouvoir... Les collectivités Faut y travailler. sont très intéressées, mais si on prend l'exemple de l'Île-de-France, pour les fruits et légumes, on produit 150 000 tonnes par an, et on a besoin de 900 000 tonnes en Île-de-France. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Alors la Bretagne, c'est différent. Les territoires sont inégaux. Mais il est vrai que les collectivités s'emparent de cette question de créer une économie locale autour de ces questions d'alimentation. C'est là où les projets alimentaires territoriaux se développent partout en France. Je reviens quand même sur la question du coût. Oui. Parce qu'en fait, quand on parle du coût, on fait une toute petite erreur. Alors 1 euro, c'était pour des enfants ou des étudiants en difficulté. Et c'est le restant... En fait, c'est le reste à charge. C'est le reste à charge. C'est le reste à charge. Il faut vraiment le comprendre. On ne mange pas Le pour ce prix-là. coût du repas de la restauration collective, on a le défaut de toujours parler du coût denrées alimentaires. Ce qui m'exaspère parce qu'on ne valorise pas le service de la restauration collective. On parle de 2,50 €, on parle de 3 €. Vous avez vu avec les EHPAD, on parle de 4 € la journée. Mais c'est le coût denrées alimentaires, le coût réel d'un repas. Et ça, les parents ne le savent pas. C'est aux alentours plutôt de 10 €, voire 15 €. Et dans une même collectivité, certains départements, les départements gèrent les lycées, on peut avoir un établissement où le chef réussit à faire le repas sur un coût global à moins de 10 € et dans le même département, un autre chef va faire à 15 €. Donc on voit que pour l'instant, et ça c'était notre dernier dossier, parce que les collectivités ne sont pas suffisamment au fait du coût de la restauration collective. Sébastien, juste pour avoir une idée de ce que vous proposez au quotidien aux enfants, c'est quoi un menu type pour un enfant qui se trouve soit dans le primaire, soit au collège? Au niveau coût ou au niveau produit? Non, au niveau produit. Enfin, remarque, je veux bien tout savoir. Hein. Une entrée, c'est à peu près 10-20 centimes. Le pain, c'est du pain frais d'un boulanger, 20 centimes. Après, la proportion de viande, c'est à peu près 70 centimes. Un dessert, 30 centimes. Voilà, c'est à peu près ça, un dessert. Le fromage, c'est à peu près 10-15 centimes. D'accord, plus les coûts salariaux, en fait, à ajouter. Un fromage, on peut travailler... moi, je travaille avec un affineur qui est juste à côté, le meunier, M. Cartereau aussi. Et quand on met de la vache qui rit, par exemple, on en met pour 600 portions. On met ça dans un bac, ça dure 5 minutes. Si on veut mettre une tome de la cause qui vaut 150 €, on fait, on va dire, 300 portions. Mais on met ça dans une assiette et du coup, c'est seulement ceux qui veulent goûter à ce fromage-là qui vont prendre l'assiette. Donc, on fait découvrir un nouveau fromage. C'est vrai, c'est du temps passé parce qu'il faut le mettre en assiette, le couper, mais financièrement, on revient au même. Alors, c'est intéressant parce que j'allais y venir justement, vous parlez de la vache qui rit. Si on prend les grands classiques de la cantoche, le Babybel, la vache qui rit, le Nutella et toutes ces marques-là, pardon, je les cite, mais on m'en voudra pas. C'est juste que c'est des choses qui reviennent. Alors, la pâte à tartiner, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui reviennent systématiquement tout le temps. Est-ce qu'on peut faire autrement ou est-ce qu'il faut répondre aussi à cette envie qu'ont les enfants de retrouver leur petite marque d'enfance, leur petit plaisir? Ça passera par la découverte, ça passera par plein de choses. Et le but, c'est pas d'imposer quoi que ce soit ou de créer des frustrations. Mais vous savez, un enfant qui a mangé correctement à la cantine, qui a eu la chance de découvrir des beaux produits, qui peut manger dans des cantines comme ces chefs-là le font, bien évidemment qu'ils iront vers les frites quand il y a des frites, mais c'est pas pour ça qu'ils mangeront pas des endives quand il y a des endives et qu'ils mangeront pas d'autres légumes. Moi, j'ai assisté à un déplacement du président de la République où on était dans une cantine dans le nord de la France, où les enfants se relevaient pour demander des endives à la cantine. Mais c'est incroyable parce que vous pouvez pas penser que ça existe. Et le chef m'expliquait que quand c'est bon, tout simplement, les enfants, ils mangent. Et quand il les a eus depuis la maternelle, en CM2, ils ont ce modèle alimentaire. Les endives dont vous parlez, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai aimé les endives, effectivement, à l'école. Voilà. C'est la seule chose que j'ai aimée à l'école. Voilà. La cantine. Non, mais c'est vrai, parce qu'elles étaient sucrées. Il y avait du sucre et du citron dessus. Et du coup, maintenant, je les cuisine caramélisées. Pour cette raison-là. C'est le savoir-faire du chef, tant mieux. Je peux vous raconter une anecdote. Avec plaisir. Au lancement de la Semaine du Goût, Joël Robuchon était dans une classe et veut faire goûter aux enfants 2 types de lait. Le lait qui est vraiment très frais et le lait pasteurisé. Et les enfants, ils ont préféré quoi? Le pasteurisé. Et on fait la culture du goût, en fait. on fait quoi? Parce que les enfants, ils adorent les frites, ils adorent le steak. Non, mais attendez, des bonnes frites, c'est très très bon. Vous avez vraiment levé ça. Et donc, vous êtes dans la tendance, puisque je crois comprendre que finalement, on n'évolue pas. On mange de plus en plus sucré, on mange de plus en plus de frites, le marché explose, on mange de plus en plus gras.
Vous savez, on préfère même le café gourmand au café classique. Donc, on a un problème, on a un dilemme là. On a un dilemme avec le sucre spécifique On a ou un un dilemme avec la avec le malbouffe? plaisir, en fait, le plaisir à table. Et je crois que... Attendez, là- c'est-à-dire, je comprends pas cette notion. C'est-à-dire que quoi, le plaisir, on prend plus de plaisir à table? Si, on veut, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Donc, quand on nous propose des truffes, quand on nous propose la spiruline, comment on fait si on n'accompagne pas l'enfant? Et c'est là le rôle de la restauration collective, mais aussi, ce serait bien que le professeur soit impliqué, que le chef d'établissement soit aussi impliqué, que ce soit une transversale. Tout à l'heure, quand je disais, seule la restauration collective ne peut pas. Par contre, l'ensemble du mécanisme peut. Et donc, on espère que ça va changer. Et ça démarre très tôt, puisque on milite depuis quelques années, on y arrive avec certains chefs d'établissement, et on est extrêmement bien accompagné, notamment par les gens de l'infirmerie, souvent les dames de l'infirmerie, pour avoir un petit déjeuner à l'école, tout simplement. Déjà pour lutter un petit peu contre Parce que beaucoup d'enfants arrivent à l'école avec le ventre vide. Et en plus, on se rend compte que les enfants qui ont un petit déjeuner à l'école, non seulement il y a un meilleur suivi scolaire qui est bon, il y a moins de bobologie. Donc souvent, ce sont les infirmières qui l'ont mis en place, sur leur propre denier, des fois en fonction des endroits. Et on sait aujourd'hui le rôle primordial que joue l'alimentation dans notre quotidien. Donc il faut aller vers une alimentation, une fois de plus, meilleure pour soi, meilleure pour l'autre et meilleure pour l'environnement. Et c'est le rôle, je pense, de la cantine. Vous parlez des petits déjeuners, mais il y a aussi les enfants qui viennent à l'école et qui ne mangent que à l'école, qui n'ont qu'un seul repas par jour. Non, mais il faut le dire parce que je crois que les Français n'ont pas forcément conscience de ça. Bien sûr. Et c'est un vrai problème. Comment lutter justement pour ça? Que font? Parce que la cantine peut effectivement s'améliorer, la cantine peut être bonne quand on a la chance d'avoir des chefs effectivement comme Sébastien Brun qui est avec nous aujourd'hui, mais c'est quand même difficile. Il y a l'apprentissage du goût, puis il y a aussi l'enfant qui a juste faim en fait. Écoutez, ça, vous savez, la période du confinement en 2020 a été révélateur à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'était pas les bobos qui se plaignaient de la qualité de la cantine, c'était les personnes qui étaient dans le besoin de la cantine pour leurs enfants. Donc 2020 a été un élément révélateur de cette importance, ce rôle de la cantine pour des enfants. Entre autres, manger de la viande. Chez eux, très souvent, ils n'ont pas de viande. Donc la situation peut être assez inquiétante. Il y a quand même une chose, c'est que vous parliez des petits déjeuners. Si je peux passer un message un peu politique... Ça dépend de quel bord, vous savez, Laurent. Non. Ah oui, surtout maintenant. Maintenant. Bon, mais c'est vrai que c'est les collectivités souvent et du personnel qui s'en chargent, donc qui financent le petit déjeuner, alors que le ministère de l'Éducation nationale a un budget pour ces petits déjeuners. Et comme s'il n'y a pas un professeur qui s'implique, eh bien le budget d'aide au petit déjeuner, c'est la collectivité qui va le payer. C'est même un budget européen. Ouais. C'est un budget européen qui arrive aujourd'hui et donc on le fait. On a des petits déjeuners à l'école, on a des concours pour ça. On va signer une charte pendant le salon de l'agriculture pour sensibiliser les décideurs, les responsables politiques, que ce soit les maires ou les régions, pour dire il y a de l'argent qui peut être là pour vous aider parce qu'en effet c'est un repas important et ça lutte justement contre cette précarité alimentaire et ça lutte aussi contre le problème de ramener des enfants dans une certaine éducation alimentation. Certains n'ont rien dans le ventre, d'autres ont un paquet de chips le matin pour venir à l'école. Donc c'est une réalité. Vous vivez ça au jour le jour, au quotidien aussi, ce problème de... C'est vrai que des fois, il y a des enfants qui n'ont pas mangé la veille. Un jour, moi, je vais vous raconter, un enfant avait pris 2 fromages, il l'avait caché. J'ai demandé pourquoi il avait volé le fromage. Il m'a dit parce que mon père m'a puni hier soir, il m'a mis dans la chambre, j'ai pas mangé. Donc j'ai dit tu peux prendre ton 2e fromage. Donc effectivement, il y a des enfants qui ne mangent pas forcément chez eux à leur faim. Alors, vous rencontrez d'autres problèmes aussi, j'imagine. Enfin, je ne sais pas si c'est votre souci aussi, Sébastien Brun, mais c'est d'autres problèmes à l'école et à la cantine de l'école. Ce sont les problèmes des allergies, évidemment, des enfants, mais aussi le problème de la religion. C'est un sujet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a certains enfants qui ne mangent pas de porc à la cantine, certains enfants qui ne veulent pas manger d'autres choses. Comment vous faites pour pouvoir jongler avec toutes... Parce que c'est très compliqué, j'imagine, pour vous au quotidien, de pouvoir à la fois proposer une cantine de qualité et en même temps d'être le choix. Un jour, je me suis mis au bout de la chaîne, j'ai regardé tous les enfants qu'on avait mangé. J'avais 10% d'enfants qui ne mangeaient pas de viande, pas forcément des végétariens ou des musulmans. Donc, du coup, on fait moins de viande par rapport au nombre d'effectifs. Et puis, l'enfant qui ne veut pas manger le plat, s'il veut prendre 2 entrées ou 2 fromages, on lui dit tu peux prendre 2 entrées, 2 fromages. Et si veut du poisson à la place de la viande, c'est possible. Mais donc, ça veut dire que les familles réagissent très bien, finalement. Le modèle fonctionne. Chacun fait ce qu'il veut, en fonction de ce qu'il veut. Mais il faut le demander, voilà. Laurent ? Oui, en fait, effectivement,
Je pense que les menus végétariens règlent un peu cette question religieuse. Mais la cantine, moi je vois des chefs quand même faire plus d'offres pour les enfants. Le problème, c'est que ça augmente le gaspillage alimentaire. Oui. Et le gaspillage, on sait que c'est aussi... j'ai envie de vous dire, on a été trop loin dans les années passées et que maintenant, les choses, je le répète, sont prises en main. Il y a quelque chose qui se passe autour de la restauration collective. Il faut vraiment être conscient. On réalise que c'est un service public. Voilà. Tout le monde ne sait pas combien il y a de restaurants en France, sauf peut-être nous, cantines responsables. Mais bon, vous savez qu'il y a 101 521 sites de restauration collective en France. 101 000. Il y a à peu près... Combien de personnes qui travaillent dans la restauration? Alors, les salariés, je n'ai pas le chiffre en Vous avez mémoire, un mais je chiffre, sais Non, que... parce que ça varie Ouais. en fonction oui. ce sont des personnels locaux. Et puis surtout, c'est de l'emploi social. Hein, donc, et en fait, on a presque 55 000 sites de production de repas en France, plus que les communes. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est énorme. D'où le sujet. Et d'ailleurs, on le voit hein, quand on a préparé l'émission, je le redis, hein, ça a été très difficile de pouvoir parler de ce sujet parce que c'est vrai qu'il y a tout le monde a envie que ça aille mieux, mais on voit bien que c'est quand même difficile. Ce qu'il Cette faut, prise de c'est conscience, instaurer dernier mot. du dialogue, tout simplement. À partir du moment, il ne faut pas attendre que l'enfant soit devant la chaîne en disant qu'est-ce que tu manges, je mange pas ci, je mange pas ça, pour régler le problème. En effet, des problèmes d'approvisionnement, pour pas qu'il y ait de gaspillage alimentaire, pour qu'il y ait un souci en bonne intelligence, j'ai envie de dire, vous recevez quelqu'un chez vous, vous renseignez sur ses envies ou sur ses besoins alimentaires. Et la cantine, ça doit être exactement la même chose. Ça doit être un lieu de dialogue aussi. Ça doit pas être un lieu de contrainte pour l'enfant. Ça doit être un lieu où il s'éveille à la gourmandise, où il s'éveille à tout ça, où il passe un bon moment, où il prend des notions d'anti-gaspi, justement. Il faut expliquer le gaspillage, il faut expliquer l'approvisionnement. On peut expliquer aussi pourquoi le petit camarade il mange pas ci, pourquoi le petit camarade il mange pas ça. Et je pense que voilà, à partir du moment où on en parle avant, il n'y a pas de sujet. D'autant qu'on est en France et qu'on est dans un pays merveilleux avec de si bonnes choses et de si bons produits. Mais C'est le dernier mot. Dernier mot, parce qu'il faut qu'on le rentre. dialogue, en fait, il faut absolument que le dialogue se fasse entre la collectivité qui paye la restauration collective et l'éducation nationale, un ministère assez conséquent. En espérant qu'il vous ait entendu, Laurent Terrasson. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci Merci à Guillaume vous. Gomez d'avoir été sur School TV, ainsi que Sébastien Brun. Merci mille fois d'avoir été là. On salue tous vos élèves et tous vos camarades. Merci. Restez avec nous, car sur School TV, eh bien, on vous parlera de la première classe à horaire aménagé dédiée aux musiques actuelles. Elle ouvre dans un collège à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Le directeur de ce projet sera avec nous dans un instant. De retour sur le plateau du Grand JT de l'éducation sur School TV, on est avec Marino Crespino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour cette invitation, justement, pour parler de ce nouveau projet à Issy-les-Moulineaux. Marino, il est parfait. Il va devenir présentateur sur School TV. Je le sens tout de suite, il a la communication déjà établie. Donc justement, hein, vous parlez du beau projet de réacteur, ça s'appelle comme ça. Vous pouvez m'expliquer déjà pourquoi ça s'appelle réacteur? Ça a forcément un impact. Le réacteur, c'est pour faire un clin d'œil au passé de l'aviation à Issy-les-Moulineaux, hein, parce qu'on a eu les premiers vols fermés en 1904 avec Farman. Voilà, les frères voisins aussi. Et le réacteur, on disait une modernité par rapport à l'aviation, et voilà, on l'a appelé comme ça. C'est un dispositif de musique actuelle. Alors, c'est quoi les musiques actuelles? Les musiques actuelles, c'est tout ce qui est la musique aujourd'hui, sauf la musique classique. Tout ce qui n'est pas écrit. Enfin, la musique actuelle, elle est écrite, mais elle permet... Mais actuelle, c'est par rapport aux dates, c'est par rapport à quoi? Parce que actuelle, c'est-à-dire que la variété française peut faire partie de la musique actuelle. Absolument. Mais la chanson française... À partir de quand, ou elle se termine quand? C'est-à-dire quoi, actuelle? C'est-à-dire que la musique classique, elle est attachée à la partition. Et donc, elle est plus transmutable. Sinon, c'est plus de la musique classique. En fait, tout ce qui peut bouger à un moment donné dans la création est de la musique actuelle. Le patrimoine territorial, le patrimoine des musiques régionales, la pop musique, la variété, tout ça, c'est de la musique actuelle. Le rap, le hip-hop, le métal, le blues, le reggae. Musique actuelle. Alors donc en fait, c'est une classe donc, de musique actuelle voilà. Qui va ouvrir au collège Victor Hugo à Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux étant une ville qui est proche de Paris. Et comment ça va se dérouler justement ces cours? Alors, le principe, avec l'autorisation de l'inspection académique, hein, c'est tout un travail de plusieurs années, c'est de mettre en place dans le programme des sixièmes, hein, là on commence avec la sixième, 5 heures de cours de musique actuelle qui sont partagées entre... 5 heures par semaine? Par semaine. 5 heures de cours par semaine qui sont partagées entre la pratique d'un instrument, qui soit la guitare, la musique, la basse, le piano, la batterie,
le chant, la technique vocale, et puis qui va permettre aussi de la pratique collective, c'est-à-dire commencer à créer son propre groupe. Ça, c'est une première partie. La partie théorique et l'histoire de la musique, c'est qu'est-ce qui qualifie aujourd'hui la création musicale, comment on la crée, avec quels outils, et puis évidemment tout ce qui est l'organisation, après, de scènes ouvertes, d'ateliers, de présentations et de concerts. D'accord. Et pour entrer dans cette classe, il faut une sélection particulière ou pas? Il faut déjà avoir envie. Il faut avoir envie de faire de la musique et à un moment donné de se lancer dans un parcours sur 4 années, parce que la classe CHAM de musique actuelle, elle commence en 6e, elle se termine en 3e. Et puis cette volonté aussi d'être dans une pratique artistique qui va permettre une pratique collective. Et de cette pratique collective aussi une pratique culturelle, c'est-à-dire aller voir des concerts, écouter de la musique, partager. C'est un accompagnement général que vous proposez en fait, à côté des cours? Ouais. D'être aussi proche de vos élèves pour aller justement partager des concerts ensemble? C'est ça. L'idée, c'est vraiment de permettre à un élève, dans un parcours de vie comme ça au collège, de pouvoir pratiquer la musique, de pouvoir partager la musique et de pouvoir aller voir des concerts et aussi inviter ses parents à aller voir des concerts dont il a entendu parler et dont on lui a expliqué la musique, évidemment. Comment vous est venue cette idée? C'est-à-dire que vous êtes musicien, j'imagine, au départ? Alors moi, j'ai fait le conservatoire, toute ma première partie, de 6 ans à 15 ans. Et après, je suis entré dans la musique actuelle, puisque la musique, c'est un élément, c'est un facteur socialisant très important. Et puis, la pratique musicale, c'est un endroit qui est utilisé par les Français en activité culturelle première. Et comme on était installé, le réacteur est installé à côté du collège Victor Hugo, on s'est dit, au lieu d'aller faire des concerts là-bas avec des jeunes talents du réacteur, pourquoi pas proposer un programme dans lequel on a inscrit la musique actuelle comme un élément quotidien, hebdomadaire pour les jeunes. Et c'est une classe pilote, c'est la première en Île-de-France, donc qui a été montée sous l'impulsion de l'inspection académique, avec le Clavim, qui est l'association qui est porteuse de ce projet-là. Le réacteur, c'est le dispositif de musique actuelle, et le collège Victor Hugo, c'est l'endroit où on va mettre en place ces coopérations. Il y a une sélection pour rejoindre cette classe ? Comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'avoir des enfants qui sont intéressés par la musique et qui ont envie de faire ce parcours, pas forcément d'être musicien. Il y a des places limitées, j'imagine. Il y a des places limitées, c'est une classe. Une classe, ouais, c'est à peu près 36 maximum. Donc ça veut dire qu'il y a une sélection. Il y a une sélection qui va se faire. Des professeurs surtout, en fait. Qui va enseigner? Alors, des professeurs de musique et des professeurs du collège. Parce que l'idée, quand même, à travers la musique aujourd'hui, on voit très bien que c'est des enseignements circulaires. Ils n'apprennent pas seulement la musique, ils apprennent aussi à écrire, à parler, à raconter des histoires, à parler une autre langue que le français, de l'anglais ou de l'italien, de chanter en espagnol. Et donc ce savoir circulaire, il est très important pour nous parce qu'il positionne le gamin au cœur vraiment du projet. Et le projet, c'est vraiment l'assimilation, tout ce qui va permettre au gamin, à l'enfant, au collégien, de se développer dans son parcours de vie à l'école avec cet élément qu'est la musique actuelle aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, entre la 6e et la 3e, il y a les cours classiques qu'on peut avoir au collège. Et en plus de ça, 5 heures hebdomadaires de musique actuelle. Il y a 3 heures avec le réacteur et 2 heures dans le collège. D'accord. Alors concrètement, un cours avec vous, avec le réacteur, c'est quoi? Il se passe quoi? C'est 1 heure de pratique instrumentale. On découvre un instrument qu'on a choisi. Mais collectivement, la classe en elle-même? Alors collectivement, par exemple, la classe se met à la guitare. La classe va découvrir tous les instruments pendant le premier trimestre. Ouais. Ils vont faire de la guitare, ils vont faire de la batterie, de la basse, du chant, du piano. Ensuite, le 2e trimestre, c'est choisir l'instrument qu'ils vont pratiquer le plus. Et à partir de là, on augmente l'enseignement de l'instrument. Et à partir du... Donc il faut que toute la classe soit dans le même sens alors. Oui. Ils choisissent tous ensemble un instrument. Ils vont choisir... chaque élève va choisir un instrument. Ah d'accord, ok. La classe va utiliser tous les instruments et à un moment donné, leur envie va aller vers un instrument choisi.
D'accord, pour chacun individuellement. Pour chacun individuellement. Et le but, c'est de se professionnaliser, c'est de devenir finalement un musicien demain, ou c'est juste de tout simplement se cultiver L'idée, c'est évidemment, c'est le partage, c'est la culture, c'est l'émancipation, la capacité à un moment donné d'être dans une dimension d'autodétermination, c'est-à-dire à travers l'enseignement de la musique, pouvoir créer son propre groupe et à un moment donné, pouvoir aller monter des projets, monter des concerts sans l'aide de l'adulte, mais juste par la coordination de cet ensemble de savoirs. Pourquoi Issy-les-Moulineaux et pourquoi ce collège Victor Hugo a dit oui spécifiquement? Parce qu'il y a un grand conservatoire à Issy-les-Moulineaux. Oui, il y a un grand conservatoire, mais on n'enseigne pas la musique actuelle sauf le jazz. La musique actuelle telle qu'elle est enseignée, la musique actuelle dans les conservatoires, elle est enseignée de façon académique. Dans les lieux de musique actuelle, elle est enseignée de façon symbolique. C'est-à-dire c'est plus. Ça veut dire quoi symbolique, par exemple? C'est des tablatures, c'est-à-dire c'est plus des formes qui sont intégrées sur une partition que des notes qui sont intégrées sur une portée. On n'apprend pas le solfège. On apprend le solfège, mais pas au point de savoir lire la musique comme dans les conservatoires. L'idée, c'est vraiment la pratique d'un instrument rapide, l'apprentissage des accords, l'apprentissage du rythme, de la basse, des lignes musicales, de la technique vocale, de chanter juste, et la possibilité très rapidement de pouvoir jouer en collectif. Alors, ceux dont on parlait tout à l'heure, on appelle ça les professeurs, mais enfin, ça peut être des éducateurs ou le terme qu'on veut, tout simplement des musiciens. Qui va travailler avec vous justement pour former ces élèves? Des professeurs qui sont agréés, des professeurs qui sortent avec un diplôme d'État d'enseignement de la musique, que ce soit en guitare, batterie, basse et piano. Et puis après, des professeurs du collège qui vont nous accompagner dans cette coopération éducative. Et peut-être aussi des personnalités qui peuvent intervenir lors de vos sessions? Bien évidemment, le projet de cette classe cham musique actuelle à Issy-les-Moulineaux, c'est vraiment de commencer par un développement à travers les apprentissages et après aller vers sur tout ce qui est l'aspect culturel. L'aspect culturel, on a la scène musicale qui est juste à côté, on a le conservatoire, on a un auditorium. C'est participer à ces concerts et rencontrer les artistes pour, chemin faisant, essayer de découvrir qu'est-ce qui a motivé les artistes à devenir des professionnels et comment cette ambition, elle s'inscrit dans un parcours de vie sur le long terme. Et le collège a dit oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la musique aussi est des sources d'éveil pour les enfants. Ça leur permet de peut-être mieux se concentrer aussi en classe le reste du temps pour les autres matières? Alors, il y a plein d'études, évidemment, qui montrent que la musique, elle permet de structurer mentalement la pensée dans le temps et dans la verticalité, c'est-à-dire avec l'ensemble de l'environnement, mais surtout, elle permet la socialisation. Et cette socialisation, elle permet l'émancipation et l'expression, parce qu'on se rend compte qu'il y a certains enfants qui peuvent être bloqués sur des aspects d'expression qui, à travers la musique, peuvent développer beaucoup de qualités très intéressantes qu'on n'a pas sur d'autres endroits. Il y a un concert de prévu en fin d'année avec les élèves? J'espère qu'il y en a même plusieurs concerts. Vous donnez des concerts tout au long de l'année avec eux? Nous, on fait des concerts toute l'année. La classe cham, elle va débuter. On a un groupe de 10 enfants aujourd'hui qui sont des élèves pilotes justement sur ce projet-là, qui vont à la fin de l'année, juste avant le démarrage de la saison 2022, donner le premier concert de ces élèves en cham. Et donc l'idée, c'est quand même, à travers ces 36 élèves, sortir 3, 4, 5 groupes de musique qu'on va présenter sur scène, déjà à l'école, au collège, et après en public. On attend le concert cham à la scène musicale alors, en 2024, peut-être. Plaisir. Merci Marino Crespino d'avoir été avec nous pour nous parler justement de votre projet réacteur au sein du collège Victor Hugo à Issy-les-Moulineaux. Merci. Tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Joyce Jonathan. Vous êtes du coup tout de suite orienté vers la musique en fait? Oui. Ouais, pas d'autres en fait, envie d'études ou alors j'avais envie de faire des études soit de médecine, soit de psy. Parce que en médecine, ce qui m'intéressait, c'était la psychiatrie, mais faire 12 ans d'études, c'était absolument pas compatible avec mon envie de chanter. Donc j'ai fait une fac de psycho et j'ai fait ma licence, donc 3 ans. Oui, en parallèle du premier album. C'est quelque chose que je voulais faire, qui rassurait ma mère aussi. Donc
j'ai appris des petites choses qui me restent encore aujourd'hui, surtout par rapport au développement du bébé, la phase du non, la phase orale, la phase anale, tous ces trucs-là, non, mais qui sont ça vous sert maintenant? Et ben ça me sert avec ma fille de 15 mois. Je me dis, ok, là elle est dans la phase du non, je peux l'interpréter, le comprendre. Est-ce que vous auriez eu envie d'exercer ce métier? Je sais pas. Après, j'adore. Je trouve que c'est génial en fait de pouvoir saisir des personnalités, de pouvoir assembler des personnes. Par exemple, je suis un peu marieuse. Donc j'ai déjà créé 3 couples. Je vais devoir vous demander l'aide. Mais avec plaisir. Mais je suis très bonne à ça. J'ai créé 3 couples, dont un et en plus qui n'habitait pas forcément dans les mêmes villes. Donc il fallait faire des rencontres. Genre je réservais limite le restaurant et tout. Hein. Et j'adore cet aspect-là de vraiment comprendre l'autre et d'essayer, je sais pas, d'apporter un peu une aide. Mais ça se ressent dans vos chansons aussi. Oui, peut-être, je sais pas. Pour écrire sur les autres, pour que ça parle. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. En tout cas, j'aime bien saisir des situations et choisir des mots précis pour en parler. Et c'est vrai qu'en psychologie, les mots sont très très importants. Un mot n'est jamais laissé au hasard. Quand on en choisit un plus qu'un autre, ça a toujours une signification. Bon, c'est pas dans les projets d'ouvrir, on ne verra pas mon dans votre cabinet. Alors, pas Il faudrait tout de suite. 2 ans de plus, c'est ça hein? Ouais, c'est un master, exactement. Mais peut-être, en fait, j'avais fait ma licence en me disant peut-être que bien plus tard, je ferai le master. Et j'aime beaucoup la musicothérapie. Qui finalement, pour moi, est au quotidien. Je fais ma musicothérapie tous les jours et qui est vraiment étudiée pour les enfants autistes et dans plein de domaines différents. Et il y a carrément des centres de musicothérapie. Ça, je me dis peut-être qu'un jour, j'y viendrai. S'investir, on pouvait le faire en parallèle, ça? Oui, en ce moment, j'ai pas trop... En ce moment, en pleine promotion entre bébés. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, j'envoie des mails quand je fais pipi, genre tellement que j'ai pas le temps. Voilà l'image que j'ai maintenant. Voilà, on se dit tout. On vous a booké par mail pour venir Non, mais tout est très propre. Et du coup, en fait, la chanson, ça a toujours été l'évidence. Oui. Vous étiez timide aussi? Plus discrète? Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a une vraie différence à faire entre la timidité, la réserve et la discrétion. J'ai jamais voulu, je sais pas, à table, interrompre quelqu'un, parler fort. C'est vrai que j'ai mis du temps, par exemple, à des déjeuners de famille, dîners de famille, à donner mon avis, à dire ce que j'en pense. Je sais pas si c'est votre manque de cas confiance, aussi. Alors. Oui, c'est à la fois un manque de confiance, peut-être que j'avais peur de mal faire, que j'avais peur d'être jugée. Moi, je suis la petite dernière de ma famille et c'est vrai que j'ai été considérée comme la petite pendant très très longtemps. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, ma mère va dire la petite, parce que je suis la petite. C'est la dernière. Voilà, je suis la dernière. Et c'est vrai que ce rôle-là m'a un peu coupé les ailes pendant quelques temps. Et à quel âge tout bascule? Je pense que c'est vers 15-16 ans, quand je commence à faire des concerts, quand je rencontre ma première maison de disques, Michael Goldman, qui va créer My Major Company juste après. Il y avait un Michael, finalement. Et il y avait un Michael, mais voilà, il n'y a pas de hasard. Exactement. Vous êtes bonne en psychologie, ouais, vous avez une bonne mémoire. Trop forte, je vois les liens, je vois tout. Non, mais parce que vous avez une très bonne mémoire. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Joy Jonathan pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est l'heure du Zap sur School TV. Jeanne, est-ce que tu es déjà partie en colonie de vacances et est-ce que tu peux nous dire si c'est un petit peu comme si on partait en colo ou c'est un petit peu différent? C'est un peu différent. Pourquoi? Parce que au scout, pendant le camp, on vit dans la nature, on dort dans la nature, alors que dans une colonie, t'es dans un bâtiment. Là, on est dans une tente, on est avec ses copines et tout. C'est super quand même sur le papier, ça me donne envie de venir avec vous. Ça a l'air génial. Justement, qu'est-ce que tu as appris, parce que tu as commencé assez récemment, qu'est-ce que tu as appris à faire très concrètement avec les scouts pour l'instant? À faire du feu et à monter des tentes. Elle est déjà prête pour Koh-Lanta alors. C'est déjà faire le feu. L'autodidaxie, si je vous entends bien, messieurs, ça veut dire quoi? Que c'est ce qui nous apprend à apprendre, Taïg?
En tout cas, de la façon où moi je l'ai vécu, c'est que il y a bien sûr la théorie qu'on peut imaginer à l'avance, mais la réalité est très très différente de la théorie. Et je me suis rendu compte dans ma vie que il est mieux d'avoir un ultra optimisme en se disant ça va marcher. Bien sûr, je sais que sur la route il y aura des milliers et des milliers de problèmes. Et jamais imaginer les problèmes finalement à plus de 24 heures. Par contre, affiner sa vision constamment avec ce qu'on apprend au jour le jour. Et donc, finalement, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas être paralysé avec l'imaginaire de se dire quelles vont être mes difficultés, etc. Que parfois, l'éducation peut apprendre, parce que quand vous commencez à parler à des experts, par exemple dans le monde des télécoms où je suis aujourd'hui, tous les experts télécoms se disaient ça c'est pas possible, ça va être très dur. Donc avant même d'avoir commencé, il y avait une armée de barrières, et on connaît ce proverbe qui dit ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et donc finalement, cette ignorance du débutant de juste foncer et d'apprendre à trouver ses routes dans l'action est beaucoup mieux, et j'ai toujours évolué comme ça, et finalement ça a été une chance pour moi. Oui, je réponds un peu à mes parents avec un peu de retard. Ouais, en fait, le postulat de ce livre, au départ, c'était de cette réflexion que je me suis faite, que moi, quand j'étais ado, je fais partie de la première génération à peu près qui a grandi avec Internet, j'ai 30 ans, mes parents comprenaient vraiment pas ce que c'est sur Internet et rejetaient vraiment mes pratiques numériques. Et là, on est 15 ans plus tard, Internet a complètement pénétré la société, je veux dire, on est dans une société numérisée, et pourtant, je trouve que le regard parental sur les pratiques numériques des ados, il n'a pas vraiment changé. On dit encore aux ados, Internet, c'est pas la vraie vie, arrête d'aller sur les réseaux, etc. Et ça vous paraît absurde, pourquoi ? Moi, ça me paraît absurde parce qu'on est en 2022, parce qu'on a connu la crise du Covid avec tout ce que ça a impliqué en termes de pratiques numériques. Je veux dire, on s'est tous retrouvés devant nos écrans pendant des mois. On est dans un monde post-MeToo, post-Black Lives Matter. On peut faire plein de choses sur Internet, en fait, et on doit faire plein de choses. Et qui ont un impact dans la vraie vie, c'est ça que vous voulez dire. Sur la vraie vie. Donc, en fait, pour moi, parler d'Internet, c'est parler de la société, et vice-versa, d'ailleurs. On les responsabilise très tôt, justement, les jeunes qui arrivent chez les scouts. Oui, l'idée c'est de soit leur attribuer une responsabilité officielle, voilà, tu vas être responsable d'aller chercher de l'eau pour le déjeuner, soit de... donc c'est ça, donc il y a quand même chacun qui a une fonction, en tout cas pendant un week-end donné ou pendant les vacances. Exactement, pour les inclure dans le groupe, dans leur équipe. Et puis toutes les tâches se font en commun. Durant un camp, à l'intérieur de chaque équipe, c'est chaque équipe qui va préparer sa nourriture, son repas. Donc on va leur donner la nourriture, ils doivent s'organiser entre eux pour des gens qui vont chercher de l'eau, du bois, faire le feu, faire à manger, mettre la table, etc. Ils s'organisent vraiment à l'intérieur de leur équipe. Quelle est l'importance de la dynamique de groupe chez les scouts ? Extrêmement importante. C'est l'apprentissage de la vie en communauté, en équipe, extrêmement important. Ça stimule la curiosité d'être scout ? On s'intéresse plus aux autres ? Ça change les rapports avec les autres ? Le fait d'être avec des gens qui sont à la fois de son âge et à la fois des gens avec qui on ne serait pas forcément amené à parler, à discuter, ça leur fait rencontrer, échanger. Parce qu'on le rappelle, il y a tous les milieux, tu le disais effectivement Mathilde, il y a tous les milieux, toute confession aussi, effectivement. Ouais. Alors toute confession, oui, mais les mouvements sont quand même ancrés, rattachés à chacun à une religion. Oui, donc on va quand même être dans un certain... on rencontre des gens avec des points de vue différents, mais on est quand même tous liés à une même religion, et ça nous donne aussi un point commun qui me permet de nouer ces amitiés après. Grégoire, quand on entend Taïg, on se dit quoi ? Qu'il y a des prédispositions pour être autodidacte, ou est-ce que c'est de l'inné ? Est-ce que c'est de l'acquis ? Comment ça se passe l'autodidactie ? Que disent les neurosciences ? Les neurosciences, elles disent, comme dans d'autres domaines, que c'est une interaction entre effectivement un ensemble de compétences, ou en tout cas de facteurs qui jouent de façon très précoce, et une interaction avec son environnement. C'est jamais totalement de l'inné, c'est jamais totalement de l'acquis, c'est souvent une interaction entre les deux. Mais ce qu'on a entendu, finalement, c'est intéressant, parce que c'est un certain nombre de compétences dont on sait qu'elles sont extrêmement prédictives, finalement, de notre réussite aussi dans notre système éducatif. Donc on voit bien que finalement ces compétences d'être persévérant, d'essayer d'être motivé, d'apprendre par essai-erreur, tout ça, on sait que c'est effectivement un ensemble de compétences, un ensemble de facteurs qui vont jouer très fortement sur notre réussite dans un système éducatif, mais aussi dans notre réussite sociale et dans notre réussite professionnelle.
Bon, alors c'est un vrai fléau, qui est notamment chez les plus jeunes. L'association féministe contre le cyberharcèlement a sorti une étude avec Ipsos la semaine dernière à ce sujet, qui disait que 81% des 16-25 ans ont déjà subi du cyberharcèlement. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est tout le monde. Et c'est quasiment tout le monde. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde en fait dans le détail la fréquence du cyberharcèlement et qui il touche, en fait, on se rend compte que plus on fait partie de ce qu'on appelle une catégorie minorisée, plus on risque en fait de subir du cyberharcèlement. Déjà, les premières victimes de cyberharcèlement en France et ailleurs, c'est les jeunes filles, c'est très clair, qui subissent du harcèlement sexiste, etc. Et dès que ces jeunes filles sont pas grosses, sont porteuses d'un handicap, ne sont pas blanches, tout de suite le cyberharcèlement va s'aggraver. Donc de la même manière que dans la vraie vie... Un effet cumulatif. Voilà, mais c'est comme dans la vraie vie, encore une fois on en revient là-dessus. Dans la vraie vie, quand on fait partie de ce genre de catégorie, malheureusement on subit plus de violence, c'est la même chose sur Internet. Car Internet aussi, c'est la vraie vie. C'était la fin de cette édition avec Marino Crespino, avec Mickaël Dorian. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On remercie toute l'équipe du Grand JT d'éducation, Elisa Bernardo à la réalisation, Alex Larochelle au son, Judith Garry qui est à la rédaction avec Emma Guessel, Laure Edmond au maquillage. Merci à tous, on se retrouve demain.